Hey, salut, c'est Tonton Hunter, j'espère que tout le monde va bien. On va profiter d'être dans ce début d'année pour faire un petit bilan sur l'année qui vient de s'écouler. On va bientôt fêter les 1 an de la chaîne, exactement le 19 mars pour le début de Ravnica Guitars. On prend un tout petit peu d'avance, mais bon, vous savez bien qu'on aime bien faire les choses comme il faut, donc voilà. Pour l'occasion, j'ai lancé une FAQ, je vous ai laissé me poser vos questions, on va pouvoir y répondre ensemble, et comme ça vous en saurez un petit peu plus sur la chaîne, sur moi, et aussi sur les événements qui vont arriver. Ça va être l'occasion de faire un petit peu un petit bilan sur ce qu'on a déjà fait tous ensemble. Et franchement, on a charbonné en moins d'un an. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, pour ça, je vous remercie pour votre fidélité, etc. Allez, on répond à ça tout de suite. Générique. Et ouais, déjà presque 1 an, les gars. Franchement, waouh, que de chemin parcouru. Et je pense qu'on a déjà fait pas mal d'heureux avec les guitares, le matos qu'on a pu partager ensemble, qu'on a pu vendre parfois, échanger. J'ai eu aussi le plaisir de troquer avec certains d'entre vous, ce qui est toujours assez cool aussi. Des rencontres, des concerts et pas mal d'événements qui vont arriver. Et ça, on en reparlera dans la deuxième partie. Mais je vais vous annoncer aussi, je serai notamment à 3 événements cette année, des salons, etc. Donc si vous y êtes, ce sera l'occasion de s'y croiser, j'espère. Et puis c'est toujours un plaisir de croiser des viewers. Là, pas plus tard que cette semaine, donc on est le 17 février. Lundi dernier, c'était le concert de Pantera j'allais dire l'ancienne Belgique, à Forêt Nationale. Et j'ai rencontré plusieurs d'entre vous. Et franchement, c'était super cool de pouvoir se voir et tout, et de pouvoir se serrer la pogne et de partager quelques anecdotes et tout. Et ça fait toujours plaisir que vous envoyiez la force comme ça. Merci beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous regardez souvent les vidéos, ou même si c'est la première fois, à vous abonner. Franchement, ça aide beaucoup la chaîne. Grâce à vous, on est en train d'avoir des partenariats avec des marques qui vont nous permettre à la fois de vous présenter du matos, aussi d'être présent à des événements. Donc ça va nous permettre de nous rencontrer, d'échanger, d'avoir toujours plus de petites merveilles et de petites pépites, hein. Vous savez bien que c'est le terme que j'aime bien. D'ailleurs, j'ai vu que ça revenait pas mal dans les questions. Ça va nous permettre de passer du temps ensemble, tout simplement. Et j'espère que le temps que vous passez ici est du bon temps. Voilà, on va commencer tout de suite avec les premières questions. Je crois qu'il y en a une petite quinzaine, une douzaine ou une quinzaine. Voilà. Alors, quand tu tombes sur une guitare, qu'est-ce qui fait que tu te dis ah, ça c'est une pépite? Très bonne question. Bah, de toute façon, c'est que des bonnes questions, hein. Vous êtes des fins limiers. J'ai vu que vous aviez vraiment les réactions et les demandes étaient vraiment cool. Qu'est-ce qui fait que je pense que c'est une pépite? Alors, il faut savoir que déjà, ça me prend un temps assez considérable parce que, bon, bah déjà, je le fais aussi pour mon plaisir, évidemment, sinon je tiendrai pas dans le temps parce que pour le coup, c'est un travail qui est 7 jours sur 7, quoi. Ma femme pourrait vous le dire, mais je suis toujours sur mon téléphone plusieurs heures par jour parce que je suis sur plusieurs marchés à l'international, en Europe et en France évidemment. Moi, si vous le savez, je suis à la frontière belge, donc ça me permet aussi de regarder ce qui se fait à la frontière, parce qu'il y a vraiment des trucs sympas à faire, et il y a plusieurs d'entre vous d'ailleurs, je salue tous les copains belges qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc qu'est-ce qui fait que je me dis que cette guitare est une pépite? Bon, déjà, c'est des modèles qu'on ne voit pas souvent. La plupart du temps, donc soit c'est des modèles signature, soit c'est aussi du vintage, donc des bonnes années, des coloris. Vous savez, bah là à côté j'ai la petite double manche en Alpine White qui a bien la petite patine que j'adore en mode Randy Rhoads et tout. Bon bah ça déjà, en fait pour moi, pour que j'achète une guitare, 100% du temps, il faut que ce soit une guitare que je puisse acheter pour moi. Donc il faut qu'elle m'aguiche, elle m'aguiche. Une maguiche. Donc que ce soit la couleur, le modèle, une configuration qu'on voit pas souvent, une marque qui fait rêver, dont on a toujours entendu parler, qui a peu d'exemplaires chez nous. Ça a été le cas notamment, vous allez voir, c'est une marque qui va revenir souvent, mais chez Kissel. Et ce qui m'a fait craquer aussi, c'était aussi la rareté. On entendait parler partout et il n'y a pas moyen de mettre sa main sur une, quoi. Donc ça peut jouer. Et toujours, ouais, je serais incapable de vous présenter quelque chose qui me fait pas vibrer, qui me donne pas envie, moi, de poser mes mains dessus ou de l'essayer, tu vois. Donc après, des fois, on peut être... évidemment, j'ai des atomes crochus avec certaines marques et avec certains modèles, et des fois même, j'achète un truc en me disant ça va être génial, et je suis un peu déçu, ou au contraire, j'achète en me disant ça doit être cool, et en fait, je suis waouh. Donc,
Voilà, ce qui fait que c'est une pépite, c'est que avant tout, c'est attirant pour moi, ça me donne envie et je me dis ça doit intéresser mes petits loups. Donc voilà, je pense que c'est un peu un combiné de tout ça. Ça dépend aussi des humeurs, hein, parce que tout change. Comme je dis, je suis quand même pas mal de marchés, pas mal de sites de guitare, que ce soit du neuf, de local, etc. J'adore aussi le boulot, bah, vous savez, de l'artisanat et des luthiers. Donc c'est un peu un jeu sans fin parce qu'en fait il y a des talents partout. Donc on aimerait bien pouvoir tout essayer, tout montrer, tout mettre en avant, mais bon, voilà. Il y a aussi, on va pas se mentir, et ça va revenir aussi assez souvent, c'est bah, le budget évidemment qui freine aussi, comme tout le monde. Il y a des choses que j'aimerais bien essayer, mais malheureusement c'est inatteignable, quoi. Donc voilà. Ce qui fait que c'est une pépite, c'est un petit peu tout ça. C'est un peu comme dans le générique des Super Nana. Ils mettent des épices et plein de bonnes choses et paf. Et ça me fait penser à ce que David de Denzo nous disait il y a quelques semaines. D'ailleurs, merci pour vos retours sur cette vidéo. Elle était vraiment chouette et moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. Encore merci à David s'il nous regarde. Lui il dit que donc c'est un luthier liégeois. Si vous n'avez pas vu la vidéo, d'ailleurs je vous encourage à aller la voir. Où il nous dit que quand il fabrique sa guitare, il faut que ça ressemble un peu à un magasin de sucettes. Il faut qu'en vitrine, il y ait quelque chose qui ait des yeux de gamin, qui fasse putain ça il faut que j'essaie, il faut que je l'achète, c'est pour moi, tu vois. Et ben voilà, la pépite c'est ça, même si c'est pas forcément démonstratif, hein, ça peut être genre une SG noire avec des micros dorés, tout l'accastillage doré, bah tu vois, le piano black et tout, la Black Beauty, bah c'est un truc qui va me parler, ça peut être sexy, tu vois. C'est pas forcément un truc affriolant avec des bois de dingue et tout, ça peut être aussi dans la simplicité. Donc voilà, ça peut être tout ça. Alors on va passer à la question suivante. Penses-tu avoir trouvé le son avec le AMS Revenge 50? Bah je pense que la réponse, elle est facile, hein. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Regardez. Oups, je connais pas ma gauche de ma droite. Regardez. Je l'ai acheté de mes petits deniers durement gagnés. Donc déjà, ça répond pas mal à votre question parce que bah, vous avez vu aussi à la présentation de l'ampli, quand j'ai fait vraiment une vidéo longue dessus, je vous disais par tous les amplis par lesquels j'étais passé. Donc avec le recul, ouais, c'est vraiment le condensé de tout ce qu'il me faut pour moi. Donc oui, c'est le son, c'est mon son en tout cas. Parce qu'il y a un clean chouette, il y a une reverb intégrée, il y a un noise gate intégré. Il y a un crunch qui envoie. Déjà, le crunch, il a tellement une bonne réserve de gain qu'il marche sur les pieds de beaucoup de leads et de canals de disto d'autres marques, d'autres amplis. Le canal lead, on lui fait faire ce qu'on veut. On sait le breaker où on veut, on sait mettre les middle. C'est un ampli où les boutons font quelque chose. Mon Dieu. Et surtout, pour moi, une des plus grandes qualités. Et ça, je l'ai vu notamment avec le Friedman, hein, je vous l'ai dit aussi dans la vidéo, c'est que on peut le jouer, avoir vraiment un super son, genre un son limite de simulation à bas volume. Et ça c'est ouf, tellement le son est bon, on pourrait croire qu'on est sur une simu ou un plugin, et en fait non, c'est l'ampli. Et j'ai jamais, mais genre vraiment jamais, c'est pas pour, pour faire le susboule avec AMS et avec Ben, que j'adore, d'ailleurs on s'entend super bien, mais je l'ai payé comme vous achèterez un ampli, mais il est pas venu me l'offrir avec un petit neuneu et tout. Non, encore une fois, quand je vous dis que j'adore l'artisanat aussi, c'est aussi il faut soutenir. Si moi le premier, je vais pas acheter mes amplis, mes guitares et je veux qu'on me donne des trucs, déjà je pense qu'on va aller un peu m'envoyer me faire foutre, mais même si je le voulais, enfin voilà, c'est normal, il faut jouer le jeu, moi le premier quoi. Sinon, ça serait un peu hypocrite de ma part, quoi. Et non, si j'ai acheté cette tête et ce modèle, c'est vraiment parce que pour moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et pouvoir jouer à bas volume comme ça m'est arrivé récemment de commencer sur plugin et je me dis putain, mais je suis con. En fait, et de brancher l'ampli, je me dis putain, mais l'ampli sonne mieux qu'un plugin. Alors que 99%, 99% du temps, c'est pas vrai, quoi. Donc, enfin, c'est pas vrai, c'est que c'est pas le cas chez les autres amplis que j'ai pu avoir. Rien que le Friedman qui a un 50 watts aussi, donc même wattage entre guillemets que la MS, il est beaucoup moins utilisable, il faut déjà le pousser vachement plus pour avoir un son cool, quoi. Alors que la MS, vraiment, cette possibilité d'avoir de la bonne disto et tout, à un volume où tu sais t'entendre, et du coup tu peux même l'utiliser pour un ampli d'entraînement et tout, ça franchement, ça vraiment ça change ma vie. Donc est-ce que je pense avoir trouvé le son? Je pense avoir trouvé mon son grâce à ça. Donc c'est encore différent. Oui, c'est le son parce que franchement, je vois pas. Si tu me disais, allez, Ben il vient me voir et me dit qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le Revenge? Ben franchement, je saurais pas quoi lui dire parce que actuellement, je sais pas si ce sera l'avenir nous le dira comme on dit, mais je ne trouve aucun défaut à cet ampli. Il est léger,
il joue à bas volume, il a 3 canaux, tu peux faire ce que tu veux avec, il a un foot switch, il a une petite reverb, t'as pas besoin de reverb parce que la reverb intégrée est très cool, il a un noise gate super efficace et qui te bouffe pas de fréquence. Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. Donc oui, le seul truc que je referais différemment, je vous le dis, il y a deux choses, je viens d'y penser. C'est parce que je suis pas content de moi de la vidéo de présentation, parce qu'en fait, c'est ce que j'aime aussi avec la chaîne, et en même temps qui va faire qu'il y a certaines vidéos qui vieilliront plus mal que d'autres, c'est que j'apprends encore les prises de son, etc. avec les amplis. En fait, je trouve que ma vidéo ne rend pas hommage à l'ampli. Ça c'est un problème pour moi, parce que je trouve que la qualité que j'entends moi ici dans la pièce n'est pas bien retranscrite sur la vidéo YouTube de l'ampli. Et donc à mon avis un jour je ferai une deuxième, quand j'aurai bien poncé les prises de son, etc., et que je ferai des trucs corrects et qui sont fidèles à la réalité, je pense que je referai un test, parce que je trouve que c'est vraiment pas juste de faire pour l'AMS qui sonne vraiment magnifiquement bien, et je trouve que je l'ai pas fait suffisamment bien sonner dans le truc. Donc c'est aussi une question de jeu. Maintenant que je suis à 100% aussi dans la boîte, ça me permet de jouer vachement plus et de jouer plus longtemps et plus souvent. Donc j'espère et j'ai bon espoir que mon jeu s'améliore aussi. Donc le fait que j'ai un meilleur jeu et que j'arrive à mieux prendre le son, que j'ai aussi au fur et à mesure du meilleur matos, j'espère pouvoir faire une meilleure vidéo plus tard. Donc ça c'est quelque chose que je changerai. Et la deuxième chose, ça on est sur l'hypothétique. La dernière fois que je suis allé, que je suis monté à Huy, donc en Belgique, chez l'ami Ben d'AMS, il m'a montré une caisse comme ça remplie de, je sais pas, 50 pièces de Tolex différentes, de différentes couleurs, de différents motifs. Donc il est possible qu'un jour, si je pète un fuse et que j'ai un petit peu de thunes de côté, que je refasse faire ma tête, mais uniquement d'un point de vue esthétique, quoi. Mais en vrai, comme ça, en doré et noir, c'est super classe, c'est sobre, c'est passe-partout, franchement c'est super cool. Mais bon, vous me connaissez, j'ai des goûts douteux, donc il n'y a rien qui dit qu'un jour il n'y aura pas un snack skin ou un truc un petit peu plus flash, avec un peu plus de personnalité. Mais voilà, c'est tout. Donc voilà, si c'est ça les défauts, je pense que oui, je pense qu'on peut dire clairement que c'est le son et mon son en tout cas. Alors, les questions suivantes. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour m'avoir envoyé les réponses, m'avoir envoyé les questions. Alors, aussi bien, là c'est Arnaud, une question d'Arnaud, Quentin, White Slash aussi. Je vous remercie tous, Steve aussi. Merci à vous les gars, parce que il y en a qui me suivent vraiment depuis le début, ça fait vraiment super plaisir. Il y a la plupart, il y a aussi Tom qui m'a envoyé des questions. Il y en a pas mal d'entre vous avec qui je discute en privé et assez régulièrement. Steve notamment, que j'ai croisé au concert de Pantera. Donc voilà, super cool de voir qu'au début on se découvre à travers une vidéo, et qu'au fur et à mesure on devient pote et tout, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on sait pas de quoi demain fait. Donc voilà, merci pour vos questions en tout cas et votre fidélité. On passe à la question suivante. Ah bah justement, question de Tom. Donc là ça va être un peu plus compliqué. Mon top 5 des instruments que j'ai pu jouer. Déjà il va falloir que je vous fasse une annonce. Donc on va commencer par ça. Je pense que je viens d'exploser le micro, c'est parfait. Avec mon rire agricole mal cultivé, comme on dit. Je voulais pas encore présenter sur la chaîne, mais après je sais pas quand je vais poster les FAQ, donc sait-on jamais. Il y a cette petite 12 cordes de 1976. J'ai craqué. J'ai glissé, chef. Oui, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est une pépite pour mes loulous, ça, ils vont adorer, c'est une tuerie, on n'en voit jamais. Le fameux Alpine White et tout. Et voilà. J'ai posé mes mains dessus et ça a fait de la musique. En plus, c'est un peu que tu te sens un peu Harry Potter. La magie, elle arrive, tu joues, ça vient tout seul. Le son te parle tout de suite, même à vide. T'as l'impression de jouer plus vite, que tu es plus fluide, qu'il y a des choses qui passent alors que normalement il devrait pas. Voilà. Donc c'est un top qui peut aussi évoluer avec le temps évidemment. Donc actuellement mon top 1, c'est ma double manche. Et le lapsus est révélateur, j'ai dit ma double manche et c'est bien parti pour que je la garde, sauf grosse galère financière, ce qui peut malheureusement arriver. Coucou tous les entrepreneurs, vous savez comment c'est actuellement, surtout avec les nouvelles dispositions gouvernementales sur les micro-entreprises, on tremble un peu des fesses tous. Donc malheureusement, si un jour je suis obligé de m'en séparer, ce sera uniquement d'un point de vue financier, quoi. Donc voilà, celle-ci elle est vraiment ouf. C'est pas très original, mais
En top 2, j'ai ma Flying V. Est-ce qu'elle est parmi nous? Elle est parmi nous. Hop. Ma Flying V de 94. Que notre bon ami Gaël du son dans les doigts, que je salue et que je remercie encore parce que je vous l'avais dit, hein, quand je l'ai eu cette guitare, oui, elle a appartenu à Monsieur Lenny Kravitz, etc. Mais j'aimais pas, je trouvais que les micros étaient fort paresseux et les frettes étaient fort fatiguées. Donc je l'aimais bien. On a quand même tissé une petite relation, mais depuis qu'il m'a fait donc le refrétage partiel, qui m'a changé les micros avec ce kit EMG qui est fou, mais genre vraiment fou, je vous le conseille, hein, c'est le kit qu'utilise Richie Faulkner, donc c'est 5776 ou un truc comme ça, je vous laisserai vérifier, je mettrai peut-être une incrustation des... elle a vraiment retrouvé le peps qui lui manquait, les harmoniques artificielles sont incroyables, avec le bon réglage de notre ami Gaël, maintenant elle supporte aussi des drops, des trucs comme ça, donc je reprends plaisir à la... Franchement, c'est comme si on avait un deuxième départ. On n'est pas longtemps après la Saint-Valentin. Ouais, et puis la gueule de fou qu'elle a. Et puis bah franchement, les V, quelle folie. Regardez ce reliquage naturel incroyable. Et puis, petite bizarrerie, un magnifique Stinger ici d'origine, qui est vraiment fou, qui fait que c'est vraiment un instrument à part. Et là, il a vraiment une âme et tout. Elle est vraiment incroyable, cette Flying. Donc ça, ce sera mon top 2. Je vais aller la reposer. Top 3, j'en ai déjà parlé notamment avec Anthony d'Overdrivers. C'est une de mes Kissel qui était incroyable, qui a été donc fabriquée et les finitions faites par Jeff Kissel lui-même, qui était vraiment folle, avec un dégradé de bleu sur la touche qui était... ça c'est folie. Donc top 3, top 4, alors ça c'est une guitare que paradoxalement je n'ai pas beaucoup joué et je vais vous expliquer pourquoi. C'est probablement un de mes plus gros regrets actuels de guitare que j'ai revendu. C'est une PRS Tremonti Wood Library qui était une dinguerie. En fait c'était tellement une dinguerie que j'ai pas voulu jouer beaucoup avec parce que j'avais trop peur de tomber amoureux et de la garder. Et c'était un moment où j'avais beaucoup de projets et malheureusement j'avais besoin de thunes. Donc c'est une guitare que ça je vous en parlerai aussi. Il y a certaines guitares que j'achète tout en sachant qu'elles sont faites pour être vendues. Dans ma tête, il y a vraiment une séparation entre des guitares que j'achète pour moi et des guitares que j'achète pour le business. Et là, c'était une guitare business. Et elle avait tellement le potentiel de devenir une guitare pas business que j'ai pas beaucoup joué avec parce que c'était fou. Je vais vous mettre les photos. Là, c'est du porno, hein, clairement. Il y a vraiment de quoi tomber dans les vapes. Il y a un super groupe de fans de PRS francophones. D'ailleurs, je salue Adrien qui s'en occupe et qui est vraiment une mine d'or d'informations sur tout ce qui est PRS et qui est super sympa d'ailleurs. Celle-là, ça a vraiment été une folie. Je pense que c'est une des meilleures et une des plus belles. En tout cas, là, on parlait tout à l'heure des trucs démonstratifs ou pas démonstratifs. Elle était ultra démonstrative. Dingue, vraiment, vraiment, vraiment dingue. Donc là, top 4 et top 5. C'est assez variable, j'ai essayé plein de grades qui étaient incroyables. Si, tout premier batch, une Paul Stanley en Washburn, elle était incroyable. En plus, pour le budget, c'était vraiment quelque chose de chouette. Il n'y avait que 25 exemplaires dans le monde, donc ça valait le coup de la garder avec la finition miroir. Franchement incroyable. Et je crois que c'était des micros qui n'étaient pas... je crois que ça faisait partie de mes micros préférés, qui sont le SH2, SH4, qui est la paire mythique de Seymour Duncan et qui fonctionne, qui fait le café avec absolument tout. J'ai jamais entendu une guitare qui sonnait mal avec ce set, quoi. Donc c'était ça, et puis elle avait une gueule de fou. Donc voilà, mon top 5 ce serait ça. Donc ma double manche, l'avait la Kissel, Jeff Kissel, la PRS Tremonti et donc la cinquième dont je viens de vous parler. Ouais, après c'est difficile, hein. Il y a tellement eu des dingueries qui sont passées par le shop, c'est compliqué. La Ceccarini, elle était folle aussi. Bon voilà, vrai, on pourra en parler pendant des heures. Les questions suivantes. C'est quand le prochain jeu concours? Je déconne. Bon bah ça c'est notre ami Ludo de Ludograt. Allez checker il a une chaîne où il fait pas mal de covers, notamment de punk et des trucs, c'est vraiment cool. Donc Ludograt, le gagnant de Libanese Prestige qu'on a fait gagner il y a quelques mois, donc pour Noël. Donc ça fait 2 mois qu'il était venu, notre ami Rémois qui est passé et qui est super ravi. Il a fait un chouette cover de Lenny Kravitz justement avec la Libanaise du concours.
Ça m'a fait plaisir franchement de pouvoir offrir comme ça une gratte, voir que c'est un mec simple et passionné qui l'a eu, franchement, gros bonheur. Si vous voulez, vous sentez un peu down aujourd'hui, allez voir la vidéo du concours, enfin de remise de la guitare, vous allez voir son émotion, elle est réelle, elle est palpable et ça fait plaisir juste de filer un peu de bonheur, tu vois. On va pas faire les gros clichés, genre waouh, on offre le bonheur aux gens et tout, mais je sais pas d'où vient cet accent marseillais qui a surgi d'un coup, mais ouais, franchement ça a fait plaisir, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, que j'aimerais refaire, mais les finances actuelles le permettent moyennement, dirons-nous. Allez, suivant. Après, on peut toujours y penser, hein. Là on avait passé les 500 abonnés, le jour où on passe les 1000, on peut peut-être réfléchir à ça ou faire gagner un petit truc sympa, même si c'était que des goodies, mais c'est sûr que si j'aimerais bien, je préférerais vous faire gagner une guitare, mais on peut y réfléchir. En plus, j'ai quelque chose dans mon viseur dont c'était plus ou moins le but, mais je sais pas encore comment ça va se passer, et l'avenir est un petit peu incertain, donc nous verrons. Alors, prochain. Selon toi, un guitariste peut-il un jour trouver son Graal, à savoir une guitare qu'il ne revendra jamais? Pour ma part, je ne pense pas, et vive le gaz. Donc ça c'est une excellente question. C'est une excellente question. Je pense qu'on a tous des périodes. On a des périodes d'achat compulsif un peu. Certains, c'est quand on est triste ou quand on voit pas bien, on achète des guitares, ou même l'inverse, juste pour se faire kiffer. Enfin, tout le monde n'a pas le même cheminement. Bah c'est le but, on a tous ce but de trouver la chose ultime, mais qu'est-ce qu'on cherche? En fait, là, il faut être, on va essayer de faire preuve d'honnêteté et d'être objectif. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que tu cherches dans ton matos? Est-ce que le premier, je vais être tout à fait honnête avec vous, si je passais autant de temps à jouer mes instruments qu'à regarder, à chercher, à échanger, à changer le matos, je pense que je serais largement meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Donc est-ce que c'est pas pour compenser le fait qu'on n'est pas aussi beau qu'on aimerait, peut-être? Après, il y a des gens qui sont complètement excellents, qui jouent comme des dieux et qui ont aussi cette collectionnite aiguë et cette bougeotte du matos. Donc c'est pas universel, je pense qu'on a tous nos raisons. Je pense qu'il y a moyen. En tout cas, il y a des choses qui, quand je te dis, la double manche là, elle m'a cisaillé. Elle m'a cisaillé. Franchement, elle a quelque chose. Je pense que ce qu'on cherche, c'est des trucs avec la magie dedans. Parfois on la trouve, parfois on n'y est peut-être pas réceptif, je sais pas. Moi ce que j'aime bien, c'est que c'est des choses, en tout cas de ma propre expérience, ça vient pas forcément des marques ou des guitares auxquelles on s'attendait. Genre la double manche, je l'ai eu parce que c'est de la rareté de chez rareté, mais je m'attendais pas à tomber amoureux quoi. Et finalement, peut-être que le vocabulaire est plutôt bien choisi, parce que c'est peut-être un peu comme en amour aussi, ça vient aussi des gens dont on n'attendait rien, ou à des moments qu'on n'attendait pas. Donc je pense que ça te tombe dessus, et il y a un moment où il y a du matos qui résonne en toi, et qui fait que c'est le matos qu'il te faut en tout cas à ce moment-là. Après, comme tu dis, qui ne revendra jamais. Ça, c'est la partie un peu plus compliquée. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent te séduire, ça j'y crois. je suis un fervent believer, mais que tu revendras jamais. Après, comme tu dis, hein, j'aimerais ne jamais la revendre, mais il y a aussi des considérations qui fait que dans la vie, vous comme moi, il y a des choses qu'on aimerait faire et il y a des choses qu'on est obligé de faire. Voilà. Donc si à un moment j'ai plus une thune, bah, je vais la vendre, tu vois. Je vais pas me laisser crever la dalle juste pour avoir le plaisir d'avoir ma double manche. Donc ouais, et si des fois il y a des opportunités, on en parlait des pépites tout à l'heure, des fois il y a des choses qui se présentent, il y a des guitares que tu cherches entre guillemets depuis 20 ans, si elle arrive là et que tu as besoin de thunes, bah tout s'envisage, hein. Donc il ne revendra jamais. Je pense que c'est la partie la plus compliquée, parce qu'il y a mille et une raisons qui peuvent faire que tu vas devoir ou vouloir revendre ta guitare. Donc voilà, la quête n'est jamais finie. En tout cas, je suis content pour ma part je le fais, en fait c'est un peu mon excuse, si vous êtes un peu mon excuse, c'est que maintenant je le fais aussi pour le travail. Donc, vu que tout ce que j'achète n'est pas forcément pour moi et que c'est aussi pour le business et puis pour payer mes factures, il y a aussi ce fait où je peux avoir des guitares, mais je sais pertinemment, comme je vous l'ai dit, je fais la barrière, vu que je sais que c'est pour revendre, bah, j'ai le plaisir de les avoir, de les déballer, de jouer avec un peu, mais en gros je les coche dans ma liste, mais après elles s'en vont, c'est pas grave, quoi. Donc ça, pour le gaz, c'est quand même plutôt cool. Allez, question suivante. Quelle est selon toi la meilleure guitare que tu aies eue ou jouée? Bah j'ai un peu répondu tout à l'heure, hein, donc je vous avoue que pareil, question de période. Donc actuellement ma double manche,
C'est vraiment... elle est tellement... En fait, c'est comme si j'avais 4 guitares en une. Parce que... elle a une super projection à vide, donc ça veut dire que même si elle n'est pas branchée, je peux jouer avec. Donc c'est un peu comme si c'était une acoustique ou une électroacoustique. Donc ça c'est cool. J'avais pas de 12 cordes, donc c'est une 12 cordes, ça fait déjà 2. C'est une double SG, j'avais pas de SG. 3. Et en fait, elle a été upgradée sur le manche 6 cordes. Sur le manche 6 cordes, le mec a mis les micros qu'on trouve sur les Gibson Les Paul Custom, les R7, R8, R9 de certaines années. Donc les Bursbucker Pro, etc. Donc en plus, c'est comme si, niveau son, j'ai à la fois le plaisir de la SG, si je puis dire, niveau du manche, etc. Et j'ai... la dernière fois, j'ai joué du Gary Moore, j'ai un son de Les Paul sans problème, quoi. Donc, elle fait 4 offices à la fois, en plus d'avoir une gueule d'enfer. En plus de me faire un workout constant quand tu joues avec, vu qu'elle fait... je sais plus combien elle fait. Merde, je l'ai pesé... c'est 5,5 kg ou 6,5 kg. Je sais plus, je crois que c'est 5,5 kg, mais à vérifier, je vous mettrai un petit encart. Je l'ai pesé il y a quelques jours, parce qu'au début, en toute honnêteté, au début je pensais la vendre, donc j'avais posté des photos, et visiblement ça a chatouillé plus certains d'entre vous, évidemment, vu la gueule de ouf qu'elle a. Et donc je l'ai pesé pour quelqu'un qui était intéressé pour l'acheter, et puis finalement pour l'instant elle est plus à vendre, quoi. Allez, question suivante. La question de Steve, justement, dont on parlait tout à l'heure. Si tu fais appel à un luthier et ta guitare de rêve, budget no limit. Oh là. Pareil, ça va être des réponses différentes selon les moments. Ça aurait été quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu me faire une Explorer en mode Ken Lawrence de réplique de James Hetfield, parce que je la trouve dingue et j'adore les Explorers. Donc ça aurait été la réponse à ce moment-là. Il y a pas si longtemps, j'aurais dit une Kissel. Une Kissel, j'adore 2 modèles, j'adore les Crescent, qui sont des genres de PRS, hein, dans le style, pardon, en double cut, je viens de dire pardon au micro, c'est incroyable. La politesse du gars qui s'excuse auprès des objets. Donc la Crescent, qui est vraiment une marque, un modèle et une forme de guitare que j'aime beaucoup, et aussi les Aris, j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu moins 4 ou 5, qui sont incroyables. Maintenant ils les font aussi en manche traversant. Une super Aris, soit turquoise comme celle que j'avais eue, mais vous savez que je suis un amoureux du purple, donc un joli violet, un truc un peu fou, ça pourrait être cool. Et la vraie réponse actuelle, d'ailleurs j'en connais un qui va se frotter les mains s'il voit la vidéo, j'ai eu la AMS, et les gens qui connaissent la AMS savent que pratiquement toutes les guitares du shop sont des Denso, et j'ai fait la vidéo chez Denso, j'ai vu toutes les magnifiques choses qu'il fait et qu'il est encore en train de préparer, j'ai vu tous les corps et les couleurs qu'il était capable de faire, les finishes de dingue. Moi son aging il me tue, pour l'avoir vu vraiment de près, d'avoir pu pouvoir le filmer, c'est dingo. En ce moment, une petite offset ça pourrait me titiller. Une offset, mais alors avec une couleur de ouf, soit un purple sparkle, soit un gold sparkle. Quelque chose de bien flash et super aging, avec vraiment, vous savez, toutes les lignes derrière qui pour moi c'est un vrai habillage, c'est vraiment des guitares de lumière, quoi. Ça ce serait ouf, une offset de chez Denso, ça pourrait, je pense que si, voilà, le budget. Et alors si j'ai vraiment un budget no limit, parce que je pense qu'il va falloir un budget no limit pour essayer d'aller l'embêter jusqu'à temps qu'il craque, ce serait qu'il fasse une forme... parce que donc Denso fait pratiquement... Enfin maintenant il fait des formes à lui, mais il fait aussi beaucoup de formes type Fender. Et il fait jamais de forme type Gibson. Mais je pense qu'il y aura peut-être moyen... J'aimerais bien le chauffer, rien que pour faire une V. Pour faire vous imaginez une V Gold Sparkle ou Purple Sparkle Aged. Oh là là. Ouais. Ça serait ouf. Donc David, si tu nous écoutes... Mais ouais, malheureusement, là, le compte en banque pour l'instant il dit non. Je viens de payer la dernière traite de l'AMS, donc... Ça serait pas possible. M'excusez, c'est pas possible. C'est pas possible, vous connaissez bien cette phrase, c'est pas possible. Alors ça sera pas possible. J'aime bien le dire, c'est pas possible. Tu crois que ça va pas être possible, pas être possible? Donc là non, là n'est pas possible. Allez, suivant. Le truc rédhibitoire quand tu essayes une guitare.
Moi, c'est le manche, s'il ne me va pas, c'est mort. Bah, le manche, c'est vrai que ça joue. Hein. Le manche, surtout moi qui ai des. Plutôt. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi je fais ça. J'ai plutôt des petites mains. Donc, c'est vrai qu'un manche un peu trop beefy, ça va être quand même assez rédhibitoire. Mais je m'étais dit ça beaucoup avec le temps, notamment au début, je voulais pas acheter de PRS avec des manches fat. Parce que je pensais que ça allait être impossible à jouer. En fait, j'en ai eu une. Avec et c'est pas que j'ai pas senti la différence mais c'est qu'en fait tu t'y fais rapidement quoi. Donc c'était une considération que j'avais et je suis un petit peu moins chaud dessus maintenant. Je sais qu'il y a certaines Les Paul qui ont vraiment les battes de baseball. On m'avait dit ça notamment les BFG etc. Celles qui ont un petit peu moins de finish. Là le binding, pas de binding et un finish très très fin. Il y en a avec des espèces de finish un peu croco comme ça, donc ça m'a déjà un peu chauffé, mais on m'avait dit fais gaffe, ça c'est vraiment des battes de baseball, c'est chaud. Donc c'est vrai que ça m'a quand même freiné à le faire. Un truc rédhibitoire, un mauvais réglage quand même, c'est chaud. Et aussi des accordages en Y dièse .3. La dernière fois, j'ai eu une super. Bah, la Noé, quand je l'ai eue, elle était accordée pour faire du spirit box ou je sais plus quoi. Et je m'en sortais pas et donc j'ai eu un mauvais a priori sur la guitare. Il a vraiment fallu que je change toutes les cordes, que je fasse faire un réglage entier pour arriver à me dire ah ouais bon en fait elle est très chouette et il m'a vraiment fallu du temps pour l'apprivoiser et puis pour me dire en fait elle est vraiment chouette cette guitare mais il faut gratter un peu, elle était pas facile au premier abord. Mais après, quand je l'ai maîtrisé, par contre, ça a été une des guitares les plus confortables aussi que j'ai eu à jouer. Donc, un mauvais réglage, un manche qui ne va pas, c'est sûr que là, clairement, c'est ultra rédhibitoire. Après, niveau configuration, pas spécialement. Moi, j'aime les Floyd. J'ai même déjà eu un Bixby, j'aimais bien. Niveau couleur, ça va, j'ai pas mal de choses. Le micro simple, j'aime bien le P90, désolé Gaël. Donc. Non, ouais, un mauvais réglage ça peut tout flinguer. Et, bah, la première impression, comme pour tout, hein, que ce soit pour les gens ou le matos, ça fait quand même beaucoup. Et quand tu foires ta mauvaise impression, c'est difficile derrière. Donc, est-ce que tu as un amour particulier pour une marque de guitare ? Bah, vous savez, j'ai commencé. Quand ma collectionnite a vraiment frappé, c'était quand j'ai découvert Kissel. Quand j'ai découvert Kissel, il me fallait toujours une Kissel de plus. Ça pourrait être le nom d'un titre, pour une Kissel de plus. Mais c'est une marque qui m'a troué le cul pour rester tout à fait poli. On s'est fait défoncer, mais défoncer, même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable de rivière. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé incroyablement bien fait, avec des bonnes idées, avec des bonnes coloris, avec des bois impressionnants, avec le petit je ne sais quoi qui ne s'explique pas vraiment. Et pourtant, en plus, je suis arrivé au moment de la mauvaise hype du SAV pas cool de chez Kissel. Mais pour en avoir eu, je sais pas, j'ai dû en avoir 6, 7, peut-être plus. Je sais pas, il faudrait que je recompte, mais voilà. J'ai jamais été déçu par une seule Kissel. Jamais. Il y en a avec qui j'ai accroché un petit peu plus, mais ça a toujours été d'excellentes guitares. La lutherie, incroyable, mais genre vraiment incroyable, vraiment au-dessus de la plupart de ce que j'ai pu essayer dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment... J'ai eu le top du top de chez Kissel, donc les K-Series. Il n'y a vraiment rien à redire. C'est vraiment de la lutherie de haut vol, quoi. Après, c'est sûr, Jeff Kissel... ça a l'air d'être un peu un con, il faut dire ce qui est. Après, que ce soit dans la musique ou chez des professionnels, etc., si on commence à pas aimer les trucs juste parce que les créateurs sont des gros cons, bah déjà on n'aurait probablement jamais écouté Megadeth, donc voilà. Je suis fan d'Yngwie, donc je suis aussi mal placé. Je suis fan de Wasp, donc Blackie c'est pareil. Donc non, il faut séparer l'artiste de l'homme, du créateur, non je sais pas, mais... Ouais, Kissel pour moi, vraiment ultime. Toujours aujourd'hui, ça me fait toujours quelque chose, une belle Kissel, ça me fait toujours quelque chose. Quand je suis allé aux États-Unis, je vous raconte pas comment ça a été les 2 ou 3 dernières fois, comment ça a été compliqué de pas craquer et pas revenir. Bah, il y a une fois où je suis revenu avec une Kissel, oui, c'est vrai. Mais pour les 2 autres fois, sur les 2 dernières années, c'était un peu difficile. Et j'ai aussi découvert PRS quand même, où j'en ai eu aussi plusieurs, où je m'étais auto-convaincu toute ma vie que c'était super overrated et que ça méritait pas toute la hype qu'on faisait dessus. Et en fait, quand j'ai eu ma première, je dis ils avaient raison. Donc
Il y a des marques qui me font rêver comme ça. C'est pas parce que maintenant c'est un copain, mais quand je vois les guitares de Denso, il a raison, hein, c'est une métaphore sur le magasin de sucette. Bah, quand tu vois ça, t'as juste envie d'en choper une, quoi. Et pour en avoir essayé 3-4, c'est difficile de pas trouver celle qui va te convenir, quoi. Donc, et encore une fois, on est qu'au tout début, j'ai 35 ans, j'ai encore au moins le double devant moi pour découvrir de nouveaux matos, de nouvelles marques, de nouveaux savoir-faire et tout, donc who knows? Pour l'instant, ouais, si je devais faire un top 3, je dirais Kissel, PRS, et pareil, j'ai toujours été très content des Scarveson que j'ai eu. C'est une marque qui est pas ni très connue ni très aimée, j'ai l'impression en France, parce que malgré que ce soit des guitares d'exception, même pour quand j'en ai eu à vendre, je me suis un peu entêté à en vendre pendant plusieurs fois. Et c'est vrai que ça fait pas un engouement de ouf, alors que c'est vraiment des très très chouettes guitares. C'est pareil, j'ai jamais été déçu par des Scarveson, j'ai dû en avoir 3 ou 4. Et vraiment, non seulement elles font le café, elles ont une gueule vraiment de ouf, et c'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Alors, suivant. La guitare de tes rêves, c'est quoi? La guitare de mes rêves, c'est quoi? Et pareil, je pense que toutes les semaines, vous pourriez avoir des réponses différentes. J'ai rêvé de la Ken Lawrence de James. J'ai rêvé d'une vraie Gibson Zakk Wylde, parce que bon, vous savez maintenant, après avoir vu... D'ailleurs, j'étais un petit peu dessus, on se dit tout. J'ai passé pas mal de temps à faire ma vidéo sur Zakk Wylde, et c'est une des vidéos qui a marché le moins, alors que c'est une de celles où j'apporte le plus de mes expériences perso, de mes rencontres avec lui, etc. Et j'étais un peu tristoun de voir que ça avait pas eu l'air de vous plaire tant que ça. Donc n'hésitez pas à me dire pourquoi, et le but c'est aussi de pouvoir faire des choses qui vous plaisent, et surtout de pouvoir améliorer les trucs, parce que j'aime partager des choses avec vous, et je voudrais que... Le but c'est que tout le monde en retire quelque chose de chouette, quoi. Donc ouais, la gratte de Zakk, ça a longtemps été quelque chose. J'ai pas vraiment, actuellement, genre là, allez, là tu me fais un virement de 10 briques sur mon compte, et tu me dis par contre tu peux faire que acheter une seule guitare. J'avoue que je me pose des questions, j'ai toujours kiffé les Les Paul avec l'Anaconda Burst, ça c'est quelque chose qui me botte un peu. Encore une fois, hein, il faudrait que je retrouve la... Si je pouvais peut-être si je pouvais racheter la Tremonti Wood Library. Celle-là, elle m'a quand même bien fait rêver. Et vous savez quoi, elle était tellement ouf que même la case qui est incroyable, parce que c'est une case Wood Library, donc c'est pour ceux qui connaissent pas bien PRS, donc il y a le sommet de la gamme, c'est les PRS Custom. Après, dans les custom, il y a encore plusieurs niveaux de finition. Donc vous avez la custom 24 ou 22 normale. Après vous avez la 10 top, donc ça veut dire que la table qui est au-dessus, le top, est d'une exceptionnelle qualité ou d'une régularité ou vraiment quelque chose de fort démonstratif généralement. Après au-dessus vous avez donc vous avez artiste aussi, où là vous pouvez mélanger avec des options qu'il n'y a pas forcément d'usine. Ou c'est vous qui... soit une couleur custom, ou des micros qui sont normalement pas sur cette série, etc. Après il y a Wood Library, donc là c'est l'avant-dernier palier, c'est vraiment des bois très très démonstratifs, souvent l'arrière des manches est aussi ultra flammé, etc. C'est vraiment de la finition de ouf, là je pense que c'est vraiment sur les Luce très très expérimentés de chez PRS, aussi souvent des finitions et des peintures un petit peu particulières qui sont pas accessibles dans d'autres gammes. Pareil, souvent c'est vraiment... Et vous avez les étuis qui vont avec. Et le plus haut du plus haut, c'est le private stock. Donc c'est vraiment là, je pense que c'est du sur-mesure, souvent c'est des one of one, ou alors ils font des petites séries, mais c'est très très rare. Et là ça peut aller jusqu'à 15 briques la guitare, quoi. Même probablement plus, je crois que les dragons, avec les inlays en dragon, ça doit être 30 ou 40 000 euros. Ouais. Je sais même pas si ça me fait rêver. Bah, la Tremonti, parce que je l'ai vue, me fait un peu rêver quand même. Sinon, tout me fait rêver en fait. Les Washburn Dimebag me font rêver. Vous savez, un truc qui m'excite en ce moment, j'ai vu sur des stories chez Spira Guitar, j'avais fait une vidéo dessus, donc les guitares vraiment bas de gamme parce que c'est low cost quoi. Ils ont mis des petites photos volées entre guillemets et j'ai vu qu'ils allaient faire des Explorer et des Flying V. Bah voilà, rien que ça, moi je suis excité. Ça va être des grades probablement à 300-400 balles, mais je suis aussi excité que, je sais pas, j'ai vu une PRS que j'avais jamais vue hier, justement de Mark Tremonti en concert, en une espèce de forme de Firebird de Explorer chelou. Et ben ça m'excitait, les Spira, ça m'excite aussi. Enfin,
C'est pas une considération de thune, si c'est bien foutu, ça m'intéresse. S'il y a quelque chose d'affriolant, le système que j'ai vu chez Neo Geo il y a quelques jours, du Floyd Rose qui s'enlève, qui est fait par Remige, qui s'enlève et tu peux enlever carrément ton Floyd Rose, changer ta plaque de micro et monter et tout, ouais, ça me paraît révolutionnaire et ouf. Donc ouais, j'ai encore cet appétit pour la guitare, le matos et tout. Je suis loin d'être blasé, vraiment. Donc voilà. Prochaine question. Préfères-tu le monde de la guitare ou le monde de l'automobile? Bonne question. J'ai un malheur dans ma vie, c'est que toutes les passions, tous les trucs auxquels je m'intéresse et qui me font vibrer, c'est souvent des passions très onéreuses. Alors je pourrais pas vouloir collectionner des fleurs, je sais pas, faire des collets en bonbons, des trucs comme ça. Non, il faut que j'ai des... Donc j'aime bien les cigares. Il y a un moment, j'ai commencé à m'intéresser aux montres et j'ai senti la merde arriver, du coup j'ai arrêté tout de suite de m'intéresser. Genre j'ai vraiment arrêté. Il y a vraiment, je me suis dit non, c'est tout, tu regardes plus rien, parce que quand j'ai vu l'engrenage que ça avait l'air d'être, le tourbillon à emmerder et à dépenses que ça allait être, j'ai stoppé tout de suite. Et donc tu as raison, et vous l'avez sûrement vu. Si vous me suivez sur Insta, d'ailleurs, je vous encourage à bien me suivre, parce que souvent il y a des previews sur les guitares que je reçois avant que je poste les vidéos et tout, et ça a permis même à certains d'entre vous de pouvoir les acheter, les essayer, les acheter avant qu'elles soient officiellement en vente. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de m'y rejoindre. Et donc ouais, je suis un passionné de bagnole. Pareil, c'est pas forcément le budget qui me... C'est pas ça que je veux dire. C'est pas forcément... je n'aime pas que les voitures chères, c'est ça que je voulais dire. Il y a plein de guitares, plein de bagnoles qui me font rêver, genre la Toyota Celica, ça me fait bander, tu vois. Pourtant, ça doit pas être un truc très cher, ça doit être, je sais pas, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter, 7-8 000, j'imagine. Donc c'est déjà un montant, évidemment, mais pour des bagnoles, ça va. Il y a une chose qui est bien, c'est que les bagnoles, c'est beaucoup plus cher que les guitares. Et ça, quelque part, c'est bien. Parce que sinon, j'imagine le nombre de guitares, pareil, la réciproque en bagnole, ce serait un peu compliqué. Donc ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pas beaucoup de place pour les ranger, donc je ne sais avoir qu'une seule chouette auto à la fois. Donc vous l'avez probablement donc vu sur mes réseaux, j'adore les bagnoles. Quand j'avais mon boulot régulier et j'ai économisé pendant plus de 10 ans, même plus que ça, donc j'ai 35, donc j'ai économisé pendant plus de 15 ans, 15-20 ans même, pour pouvoir m'offrir ma première belle voiture. Et en fait, au fur et à mesure, j'en ai acheté un peu comme avec les guitares, en fait, j'en ai acheté une chouette qui a pris beaucoup en cote, que j'ai revendue beaucoup plus cher que ce que j'ai acheté, etc. Donc j'ai eu deux Porsche, vraiment super cool. Je suis un méga amoureux de la marque, c'est vraiment une marque de passionnés. On peut faire plein de parallèles avec les marques de guitare, franchement, chacun a vraiment son domaine, ses petites choses, ses petites spécificités qui reproduisent, qui sont reconnaissables entre mille et tout. Donc je suis un méga fan de Porsche, mais malheureusement c'est vraiment plus atteignable ni assumable ces derniers temps, c'est très très compliqué. Parce que les prix de tout augmentent, que ce soit l'entretien. Parce que si c'est juste pour avoir une belle bagnole dans un garage et pas pouvoir rouler avec, ça a un peu aucun intérêt, quoi. Enfin, en tout cas, après, si c'est votre kiff, tant mieux pour vous, hein, mais moi, j'ai toujours voulu une bagnole que je puisse avoir et que je puisse utiliser pratiquement autant que je voulais, quoi. Donc, ouais, et c'est aussi pour ça aussi que j'ai dégraissé énormément ma collection de guitares. Donc ça, certains d'entre vous ont un peu halluciné il y a quelques jours quand je suis parti en balade et que j'avais mis des photos. J'ai fait quelque chose, donc quand j'ai revendu ma dernière Porsche, je me suis dit allez c'est bon. Maintenant on arrête les conneries, on va acheter une bagnole raisonnable et puis comme ça on met de l'argent de côté. Et j'ai acheté une Corvette. Et... des fois je me fatigue, des fois je m'auto-fatigue. Donc ouais, actuellement j'ai une putain de Corvette, c'est une marque qui m'a toujours fait rêver. Et voilà, j'ai sauté le pas. Actuellement j'ai une super C6 de plus de 400 chevaux dans le garage, très discrète évidemment. Et donc il va me falloir une guitare aussi discrète que la voiture. Donc voilà. Donc est-ce que je préfère le monde de la guitare ou de l'automobile? J'en préfère pas vraiment l'un à l'autre, c'est juste qu'il y en a un qui est plus abordable que l'autre déjà, donc ça aide un petit peu. Et j'aime beaucoup, vous l'avez peut-être vu aussi avec les conneries que je mets de temps en temps, mais je suis un gros fan des émissions de bagnole, de Villebroquin, de Sylvain Live, etc.
J'étais un méga fan de Top Gear et du Grand Tour. Donc c'est un monde qui me parle, c'est un monde qui me fait rêver et tout. Et si je gagne au loto, c'est clair que j'aurai un garage de fou parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer aussi. Et un tour. Là actuellement, toutes les bagnoles que j'ai pu avoir ces dernières années, c'est des bagnoles où quand t'es au feu rouge, t'as un smile de gosse comme ça. Et c'est ça que je cherche parce que ça me permet. Moi, je l'ai utilisé pour aller bosser tous les jours. Et quand t'es au feu rouge et que t'entends ton V8 qui te parle, qui te chante dans les oreilles, voilà, c'est quelque chose qui me fait autant bander qu'un bon solo de guitare. Voilà. Alors la prochaine, qu'est-ce qui aurait été le plus compliqué dans ton changement de vie professionnelle? Alors ça c'est une question vachement intéressante aussi. Pour ceux qui ne le savaient pas ou qui ne le sauraient pas encore, j'ai travaillé plus de 10 ans pour le ministère de la Justice en tant que greffier des services judiciaires et plutôt du côté criminel, détention, etc. J'en pouvais plus parce que à force de passer mon temps avec les pires trucs les plus noirs de l'humanité, il a fallu que je change, il a fallu que je fasse un break parce que mentalement, en charge mentale, c'était un peu compliqué. Et dans les faits divers, c'est peut-être 0,2% de ce qui se passe dans le monde, voilà. Sauf que moi, c'était 100% du temps. Donc, il y a un moment où tu commences à voir la vie en noir et où tu commences à te méfier pour plein de choses. Et quand ça commence à te changer, entre guillemets, et que tu commences à angoisser un peu, parce que bon, il faut voir les loulous avec lesquels je bossais. Voilà, je pense que, sans vouloir faire un excès de drama, mais je pense que le plus gros mensonge de l'humanité, c'est de dire que les monstres n'existent pas. Il y a des choses que j'ai pu voir de mes propres yeux où ça fait douter ce statement assez fort. Donc ça a été en tout cas un changement nécessaire, ça c'est sûr. Ce qui a été le plus compliqué, c'est des considérations basses et faciles et que vous pourrez tous percevoir. C'est que avant j'avais un salaire, j'avais un salaire fixe et maintenant c'est simple en fait. Si je peux vous faire des vidéos, c'est parce que je fais des ventes. Si je fais pas de vente, j'ai pas de salaire. Si j'ai pas de salaire, je peux pas faire de vidéos. Si j'ai pas de salaire, je peux pas payer mes factures. Donc voilà, j'ai plus aucune source de revenus constante. Donc c'est mes deux boîtes, donc ma boîte de guitare, donc mes achats, mes ventes de guitare et ma boîte de communication. Donc où je fais des flyers, je fais community manager, je fais pas mal de choses pour des marques et puis pour des personnes. D'ailleurs, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. Par exemple, c'est moi qui fais ma miniature, etc. Si vous avez besoin de miniatures pour vos vidéos, si vous avez un commerce et que vous voulez faire, je sais pas, des cartes, des menus, une affiche, un t-shirt, ce que vous voulez. Voilà. Donc j'ai un côté graphiste, un côté pub, etc. Et en fait, c'est ça qui, pour l'instant, péniblement, parce que bon, on n'est même pas encore à un an d'activité, donc je vous cache pas qu'il y a des mois qui sont un peu plus compliqués aussi. Donc, ce qui est le plus compliqué, c'est ça, c'est de pas avoir la stabilité financière, de savoir, peu importe ce que je fais, à la fin du mois, je suis payé. Là, clairement, il y a 2 mois où j'ai pas fait de vente, il est temps que ça finisse par tomber, quoi. Donc, c'est ça aussi. Vous voyez, quand je fais des rips and roll, j'achète 3 guitares d'un coup, c'est 3 guitares, 3 sommes d'argent qui sont immobilisées le temps que je vende. Là, justement, c'est ce qui s'est passé en décembre. Malheureusement, on a publié la vidéo du batch un peu tard par rapport à d'autres personnes, à d'autres concurrents, entre guillemets. Donc, c'est des guitares qui se sont vendues un peu sur le tard. Quand c'est ça, moi j'ai pas de thunes qui tombent, quoi. Donc sans vouloir faire mon main et tout, c'est juste que l'entrepreneuriat et aussi la façon dont c'est fait en France et que ce soit avec les taxes, etc. Malheureusement, c'est difficile de s'en sortir. Donc clairement, c'est aussi pour ça que je vous dis, il n'y a rien qui dit que je ne vais pas vendre ma double manche, il n'y a rien qui dit qu'un jour je vais pas être obligé de vendre ma Corvette juste parce que j'ai pas envie de crever de faim. Donc voilà, on fait au mieux, on essaie de faire les bons choix et en plus on rencontre des bonnes personnes, etc. Et je suis content de le faire, je le fais pour les bonnes raisons, mais c'est sûr que c'est pas facile. Donc qu'est-ce qui a été le plus compliqué, c'est ça, c'est d'avoir des nuits non paisibles, pas pour les mêmes raisons que mon ancien job, mais parce que tu dis merde, il va être temps que je fasse une vente, sinon à la fin du mois elle va être compliquée, quoi. Donc voilà. Prochain, où trouves-tu ces modèles à des prix qui te permettent de faire ta marge? Justement là on en vient, et je viens de penser à, cherches-tu des guitares à la demande de potentiels clients? Alors ça m'est déjà arrivé, j'ai des clients qui m'envoient des messages qui me disent tiens, si tu vois ça passer, est-ce que tu pourrais me dire quoi et tout.
Ça m'est déjà aussi arrivé des gens à l'étranger me contactent parce qu'il y a une guitare très cool qui est en France et le mec veut pas envoyer soit à l'étranger, soit veut pas envoyer tout court. Et c'était une guitare dans la région, donc je suis allé la chercher et moi je l'ai envoyée à la personne, moyennant commission évidemment. Donc ça m'est déjà arrivé, aussi je garde un œil ouvert quand j'ai certains potes ou certains clients qui cherchent des modèles bien particuliers, pareil, je peux le faire. Et où est-ce que je trouve les modèles? En fait c'est ça, c'est que je suis obligé d'être à l'international parce que il y a des modèles qui ont très peu circulé en France, genre je pense au B-Series USA, il y en a très peu en France, il y en a plus aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc c'est juste qu'en fait, les endroits où il y a des guitares qui ont été beaucoup produites et qui ont été beaucoup vendues, bah, les prix sont beaucoup plus bas. Donc ça permet de l'en acheter là-bas et de pouvoir en vendre ici, d'amener quelque chose qu'on voit jamais, dans un bon état, avec des configs ou une série limitée qui n'existe pas chez nous, qui est pratiquement pas circulée. Et en fait c'est ça. Il y a des trucs en France dont on a été inondé et on peut avoir des prix sympas. Et des pays où ils n'ont pas eu cette chance. Et inversement. Donc ça, ici j'achète aussi pas mal d'amplis, etc. Par exemple, on avait pas mal de Mesa Boogie ici, en France et tout. En France, en Belgique et tout. En Europe, et je sais qu'aux États-Unis, parfois, ils ont eu un peu plus de mal à en trouver à certaines périodes. Donc voilà, j'essaie de trouver quelque chose qui se fait rare dans un pays et pas dans un autre, et de l'acheter dans le pays où c'est pas rare, à un prix cool, et de le revendre à un pays... Bref, on essaie de gagner sa croûte, quoi. Et donc voilà, pour les services clients, ça m'est déjà arrivé de le faire. Après, ça dépend aussi de la bonne accroche avec les gens, et puis de ce qu'ils cherchent aussi, parce qu'il y a des trucs qui sont trouvables, d'autres pas, et puis ça dépend aussi du budget, ça dépend de plein de choses. Le fait que moi je sois maintenant un professionnel, ça me permet aussi, c'est que maintenant j'ai une idée assez claire assez claire, pas toujours, parce qu'il y a tellement de matos différents, c'est des fois un peu dur de suivre, mais il y en a qui n'ont pas la réalité du marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont commenter sur les conneries d'annonces et tout. Ouais, mais moi j'ai acheté une Gibson Les Paul Custom de 91, 2500 balles il y a 4 ans. Ben déjà il y a 4 ans, si tu l'as chopé 2500 balles, t'avais déjà fait une bonne affaire à l'époque, mais genre t'as vraiment fait une super affaire, mais alors aujourd'hui c'est impossible. Donc que tu l'aies fait c'est bien, mais déjà il faut pas prendre son cas pour une généralité, parce que tu l'as fait, bah, franchement bravo, GG, mais déjà c'est pas forcément reproductible, c'est peut-être un one-off, et après il faut comparer ce qui est comparable. Le gars il peut te dire ça, après est-ce qu'il te dit tout? Est-ce que, ouais, il l'a acheté 2000 ou 2500, mais par contre, elle a eu la tête cassée. Mais ça, il le dit pas, il dit juste, moi je l'ai payé ce prix-là, ok? Quelle finition elle a? Est-ce qu'elle était d'origine? Est-ce qu'elle a été. Est-ce que c'était pas le bon micro? Il y avait pas la case? Elle avait des nions partout? Ouais, après, ça fait la diff aussi. Sur des guitares assez chères comme ça peut faire une diff entre 500 et 1000 balles. À 1000, j'exagère peut-être un peu. Enfin, bien que, genre, tu vas tomber sur une R9 ou je sais pas quoi, elle a pas le certificat, elle a pas la case custom. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Il y a quelqu'un qui m'a proposé un échange avec une R8. Elle avait pas la case d'origine, et elle avait pas le certificat. Bah, tu sais que sur ce genre de guitare, t'enlèves 1000 balles. Parce que les gens, ils vont être attirés par le modèle, même si elle est jolie, qu'elle sonne bien, tout ce que tu veux. Mais quelqu'un d'un peu collectionneur, ou qui sait qu'il y a un peu la bougeotte et qui veut peut-être la revendre, bah, il va se dire, ouais, mais si elle a pas le certificat, je vais avoir plus de mal à la revendre. Donc s'il y a 1000 balles de manque par rapport à une autre, il peut faire l'effort. Mais s'il y a vraiment rien qui marche et que c'est un peu douteux, bah, il va pas l'acheter, enfin il faut être honnête. Donc il faut savoir aussi se projeter, il faut aussi des fois se dire que ouais, c'est pas parce que toi tu vends un truc que t'aimerais bien le vendre cher, il faut aussi objectivement savoir ce que tu vends et est-ce que ça va intéresser les gens et est-ce que c'est le bon prix ou pas. Ça m'arrive aussi qu'il y ait des gens qui m'envoient des annonces et tout, et je regarde et ils sont 100 balles en dessous du neuf, ou ça m'est même déjà arrivé qu'on m'envoie à prix plus supérieur au neuf. Et bah non en fait, c'est pas possible. Donc voilà, bosser pour des clients c'est bien. J'aime bien le faire, j'aime bien le contact et tout. Après, le fait qu'on soit des professionnels, c'est aussi ça que vous venez chercher, c'est qu'on a une certaine expertise maintenant. Je sais pas, la dernière fois j'ai regardé, j'ai eu plus de 100 grattes en 5 ans. Bon, c'est une expertise. Et du coup, il y a des choses que je sais, même si c'est des fois, même moi le premier, ça m'embête de le savoir, ou je suis obligé même des fois de me dire non, là je déconne, et voilà, ça se voit et tout. Donc avoir ce recul, à savoir que bah oui, on a eu, il faut le dire ce qui est, on a une inflation de bâtard. Il y a des choses qui, en effet, qui se vendaient 2500 il y a 4 ou 5 ans et qui se vendent 3500, 4000 maintenant.
Et c'est exactement la même chose, et elles sont pas dans un meilleur état, et elles ont pas pris 10 ans qui pourraient justifier que maintenant c'est ultra vintage ou pas. Non, mais malheureusement c'est ça, il y a la réalité du marché, il y a la réalité de ce que les gens sont prêts à payer, et voilà. C'est tout. Et après, il y a des modèles aussi qui sont tellement particuliers que, oui, ça peut se vendre 4005, mais à 7 personnes, il y a une personne qui sera déjà capable d'avoir les thunes et qui sera intéressée. Donc après, c'est aussi une question de patience et tout. Donc il y a plein de choses en fait qui sont difficiles peut-être parfois à percevoir du premier abord et où il faut justement l'expertise de recul et l'expérience pour pouvoir se le dire. Waouh, qu'est-ce qu'on parle bien. Alors, suivant. Dans les pépites que tu as mis en vente, combien as-tu envie de garder ? Un nombre incalculable. Tout à l'heure, je vous parlais de la Paul Stanley miroir. Celle-là, c'était de mon premier batch et je m'étais dit si je vends les 2 autres, je garde celle-là. Et c'est la première que j'ai vendue. Et ça, c'est une anecdote assez fun, c'est que pratiquement à tous mes batchs, donc les batchs où à chaque fois j'avais 3 trucs, il y en a toujours une, c'est ma préférée. Et je me dis toujours, celle-là, j'aimerais bien la garder et tout. Systématiquement, c'est toujours la première que je vends. Histoire de te dire non, tu l'auras pas, va chier. Donc bon. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, on se fait une raison. Mais ouais, de toute façon, c'est bien, comme je vous dis, il faut aussi séparer la chose. Je vous dis pas que je suis pas tenté, mais je sais pas, vous imaginez si je gardais. Bah, déjà, en fait, je pourrais pas tout garder parce que c'est aussi le fond de roulement. Le fait que je puisse faire des ventes, ça me permet de racheter. Si j'ai pas un arbre à habiller qui me permet tous les mois de racheter des trucs, donc fatalement, je suis obligé de vendre pour pouvoir racheter, pour pouvoir faire tourner à la fois les vidéos, les ventes, etc. Donc, oui, ça m'arrive régulièrement, mais j'essaie d'être raisonnable. Et d'ailleurs là, ça va être un mois compliqué parce que comme je vous l'ai dit, je viens de finir de payer la MS et donc là je fais une croix sur la double manche que j'avais acheté pour revendre. Donc là ça va faire un gros trou dans la caisse parce qu'il n'y aura pas de retour d'investissement et donc voilà, ça va être plus compliqué. C'est pour ça qu'il n'y aura probablement pas de gros batch tout de suite parce que je ne saurais jamais immobiliser pour de l'argent pour 3 guitares là dans un avenir proche, ça me paraît compliqué. Alors donc ça on avait vu, et ben voilà, on a fait un petit peu le tour des questions, j'espère que ça vous aura plu. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a pas mal de belles choses qui se préparent, des partenariats avec des marques. Il y a des marques francophones qui commencent à me faire confiance et à me faire plaisir en voulant bien bosser avec moi. D'ailleurs, pour rien vous cacher, on est le 17 février, je dois recevoir quelque chose de sympa. Allez, on va spoiler, c'est une pédale, mais je vous dirai pas de qui ni de quoi. Donc de fabricants qui vont commencer à nous faire confiance, à nous prêter du matos, même en exclu avant la sortie pour qu'on puisse faire des vidéos sympas et pouvoir le partager avec vous. Et ça, je suis vraiment très content de pouvoir faire ça. Donc je remercie déjà les marques qui me font confiance. Pareil, j'oublierai pas, c'est pas pour faire la distribution des Oscars, mais Ben d'AMS, David de Denzo, c'est les premiers professionnels à m'accueillir chez eux, à m'ouvrir leurs portes et à m'ouvrir leur cœur. Non mais voilà, il faut savoir d'où on vient, il faut se rappeler de quand... je veux dire, je suis personne sur internet, clairement, hein, on commence seulement à avoir une belle petite communauté qui se plaît et qui commence à pouvoir communiquer et à partager ensemble, mais pour des marques on n'est pas encore très intéressant, il faut être honnête, hein, même si on commence à faire pas mal de vues, ça c'est vraiment chouette, d'ailleurs je vous remercie pour votre fidélité. Donc voilà, ça aussi c'est grâce à vous et j'aimerais bien qu'on continue dans cette dynamique, donc surtout abonnez-vous, commentez et mettez des likes sur les vidéos, franchement ça permet à l'algorithme de nous remarquer et de montrer son contenu il a l'air de plaire au public et du coup de les mettre en avant, ce qui peut permettre aussi au Macra à se dire lui on peut lui prêter du matos, visiblement son truc il tourne, ça va nous faire de la visibilité. Voilà, en fait c'est un cercle vertueux et puis on y est tout doucement, on y arrive, on grimpe, comme je vous le dis, il y a des mois où c'est un peu compliqué mais voilà, ça fait partie du jeu. Et on est encore un petit peu nouveau dans tout ce domaine d'internet, de YouTube et tout. Donc voilà, comme je vous dis, il y a des marques que j'oublierai pas, il y a des copains et d'autres youtubeurs que j'oublierai pas. Je vous l'ai suffisamment dit au début, mais Gaël était le premier à m'envoyer des messages et à me donner des tuyaux, etc. Il continue à le faire et d'ailleurs je le remercie. Voilà, il faut pas oublier d'où on vient, qui nous a tendu la main, surtout quand c'était sans intérêt. Je pense que ça, c'est un bon conseil même dans la vie. Ça y est, c'est la philosophie. C'est 1 an maintenant qu'on a quasiment un an de YouTube. En tout cas, on a un petit peu de recul, c'est sûr. Donc, je voulais vous annoncer les prochains événements. Donc, notamment, le prochain événement, ça va être le Salon de la Belle Guitare, donc le Paris Guitar Fest. Donc, j'y assisterai. Donc, c'est le 7, 8 et 9 mars sur Paris, donc à Montrouge. Je vais vous mettre quelques petites infos et tout. Vous pouvez acheter vos passes à l'avance. Franchement, c'est assez abordable. Donc, vous allez voir, il y a des dizaines, je sais pas si même des centaines d'exposants.
Il y aura des démos, il y a des concerts et tout. Franchement, c'est super cool. Je serai sur place le samedi et le dimanche, ça c'est sûr, parce que j'ai même pris un petit hôtel pour pouvoir être près de vous et pouvoir vous couvrir le maximum de choses. Donc si vous voulez qu'on se rencontre, ce sera avec grand plaisir sur place, n'hésitez pas. Je suis absolument pas physionomiste, donc je suis désolé si je vous salue pas, c'est pas parce que je suis mal poli, même si probablement. Non, n'hésitez pas à venir me voir, j'aurai évidemment mon chapeau emblématique. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou, ça fera plaisir, on pourra se faire une petite photo, etc. Et puis discuter matos, ou de la vie en général. Donc voilà, je serai donc le salon 7, 8, 9 mars, le Paris Guitar, donc le salon Paris Guitar Festival, parisguitarfestival.com même. Vous allez voir, il y a plein d'infos, les démos, il y a vraiment des gars de fous qui vont faire des démos. J'ai vu qu'il y avait Nîmes, j'ai vu qu'il y avait Swanvaud, il y aura Fanalo, il y a vraiment du lourd qui vient. Il y a aussi Christophe Godin, que j'aimerais ne pas louper. Vraiment, il y a de chouettes intervenants, de chouettes marques, pas mal d'artisanat. Tout ce qu'on aime, franchement, de quoi si vous voulez soutenir le business de la guitare francophone et européen, parce que je pense qu'il y aura aussi d'autres marques, c'est l'occasion de venir. En plus à Montrouge, le salon est bien grand, je pense que vous allez avoir de la place pour voir les exposants et tout, donc voilà, ça sera le premier. Allez, je vous fais une petite exclue, mais fin mai je serai au Guitar Fest, Guitar Village Fest. Donc je crois qu'il n'a pas encore été annoncé, mais bon, vous savez que ça aura lieu fin mai. Et grosse news, alors pour l'instant je mets des gros guillemets, j'en mets partout, des disclaimers, tout ce que vous voulez. Normalement en septembre je serai au Guitar Summit à Mannheim, donc en Allemagne. Ça serait super de vous retrouver aussi là-bas. J'aimerais bien couvrir l'événement, je sais pas encore si je vais faire tout le salon, j'aimerais bien. Pareil, j'étais en discussion avec plusieurs marques pour aussi les aider sur certains salons, parce que la parole, les vidéos c'est bien, mais comme je vous l'ai dit, comme pour l'ampli, moi j'aime bien le concret, j'aime bien aussi, quand on aime l'artisanat, c'est aussi pouvoir mettre la main à la pâte et donner un coup de main aussi sur place. Donc il n'est pas impossible que les salons dont je viens de vous parler, donc que ce soit le Paris Guitar Fest, le Guitar Village Fest et le Guitar Summit, si j'ai la possibilité d'aider des marques francophones en priorité évidemment, et ben je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, on se retrouvera pour ces 3 événements. Ça va faire quasiment 1 an qu'on a démarré cette aventure, je veux dire. Ça fait 1 heure qu'on cause. Je pense que je vais bientôt vous laisser. Vous avez passé, j'espère, une bonne heure avec moi. Encore une fois, merci pour votre fidélité. C'était Tonton Hunter. Bientôt 1 an de Ravnica Guitars, on a encore des projets plein à la tête, il y a pas mal de choses que j'aimerais bien faire, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de marques qui commencent à discuter avec nous et tout, donc je pense que l'horizon est plutôt cool, il faut s'accrocher jusqu'à temps que ça devienne bien chouette. On a dépassé les 500 abonnés aussi, c'est quand même une belle chose pour la première année d'existence, sachant que là oui, en plus on a encore 1 mois d'avance, donc ça va, allez, en 11 mois on a fait plus de 500 abonnés, donc ça c'est chouette, je vous remercie. Donc voilà, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter. Bye bye.